Bienvenue dans Pulse ta vie, une série où nous explorons le bien-être psychique dans une vision globale et intégrative. Ici, la santé mentale n'est pas seulement un fonctionnement du cerveau, c'est une dynamique vivante entre le corps, les émotions, l'esprit et l'environnement. Au fil des épisodes, nous allons explorer ensemble des thématiques essentielles, le sommeil, l'alimentation, le mouvement, la danse, la respiration, la créativité, les relations, la nature, autant de portes pour mieux comprendre et accompagner l'être humain dans sa complexité. Parce que l'équilibre ne se construit pas seulement pendant une séance de psychothérapie, chaque épisode vous proposera aussi des pistes et des pratiques à expérimenter dans votre vie quotidienne. C'est en dehors des séances, dans vos choix et vos actions, que votre mieux-être prend véritablement vie. Mon objectif, c'est de vous offrir des repères, des réflexions, des expériences qui nourrissent autant la pratique professionnelle que le chemin personnel. Installez-vous confortablement, prenez un instant pour respirer et laissez votre rythme intérieur pulser. Pulse ta vie, c'est le rythme vital de l'esprit et du corps, une pulsation de bien-être. Pour cet épisode, nous allons voyager du côté du mouvement, du rythme et de la présence au corps, en explorant l'univers vibrant de la danse tahitienne. Souvent perçue comme une danse festive et solaire, elle est en réalité bien plus que cela. Un langage du corps, un ancrage, une manière de se relier à soi, aux autres et à la terre. Pour en parler, j'ai la joie d'être accompagnée de ma collègue Clémentine Roumieux, praticienne EMDR et professeure de danse tahitienne. Avec elle, nous allons découvrir comment cette danse peut devenir un véritable outil thérapeutique, un espace où l'on libère les tensions, où l'on réhabilite son corps, où l'on retrouve une vitalité profonde. Alors qu'est-ce que la danse tahitienne nous apprend sur notre rapport au mouvement ? Comment peut-elle soutenir la régulation émotionnelle, la confiance corporelle, la joie d'être vivant ? Et en quoi le croisement entre EMDR et danse ouvre-t-il des chemins nouveaux pour la guérison et l'expression de soi ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Clémentine, tu exerces comme psychologue clinicienne et psychothérapeute à Saint-Brieuc. Tu es également praticienne accréditée EMDR France-Europe, ce qui te permet de prendre en charge les personnes confrontées à des traumatismes. Tu adoptes une approche dite intégrative de la psychologie. Tu es formée à la psychologie clinique et psychopathologie. Tu as obtenu un master en psychologie clinique, psychopathologie et psychothérapie à l'Université d'Aix-Marseille. Et avant de t'établir en libéral à Saint-Brieuc, tu as eu une expérience comme psychologue clinicienne au sein de la Marine nationale. Parallèlement à ton activité de psychologue, tu as une passion pour la danse tahitienne. Tu as découvert le Ori Tahiti à Aix-en-Provence, puis tu t'es investi dans plusieurs associations en Bretagne avant de te lancer sur des cours de danse tahitienne à Lamballe, à Plérin et à Saint-Brieuc à la rentrée 2025. Tu es là aujourd'hui avec nous pour parler des effets bénéfiques de la danse quand on est accompagné en psychothérapie par ailleurs. Yaorana Clémentine, comment tu vas ? Yaorana Emmanuel, ça va très bien, merci. Donc tu pratiques la danse tahitienne, le Ori Tahiti. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient et comment ça se pratique ? Du coup, le Ori Tahiti, donc c'est en fait en tahitien, on le traduit en français par la danse tahitienne. Ça se pratique partout dans le monde, surtout il y a un essor de la danse tahitienne depuis quelques années. On va beaucoup retrouver cette danse au Japon, au Mexique, aux États-Unis, en France. C'est une danse qu'on va danser en groupe principalement, mais on peut aussi retrouver beaucoup de solos, autant les hommes que les femmes. Et alors, ça se pratique comment ? Ça se pratique beaucoup. On voit beaucoup de mouvements avec le bas du corps, beaucoup les genoux, beaucoup les hanches, le bassin. Mais finalement, le haut du corps est quand même très sollicité aussi. Parce qu'il y a différents types de danse, on pourra en parler. Notamment les OTA, les Aparima, qui sont les deux catégories de danse les plus représentées. OTA, ça va plutôt être des danses rythmiques, dynamiques. Finalement, on va quand même voir l'expression du bas du corps un peu plus que le haut. Pour les danses Aparima, ça va être des danses beaucoup plus lentes, douces, quoique on peut en trouver quand même certaines un peu plus rythmées aussi. Et finalement, l'expression du haut du corps va être un peu plus présente. On va beaucoup, finalement, avec la gestuelle, on va représenter, raconter des histoires. On colle nos gestes, en fait, à des mots. Donc, on pourrait tout à fait interpréter le texte juste en nous regardant danser.
Après, voilà, on va retrouver des Aparimavava, des Pawa, Patautau, des Hivinau, c'est plein de types de danses, principalement en groupe. Là, du coup, on retrouve ça beaucoup à Tahiti pendant les concours, notamment le Heiva en juillet. Autrement, d'où ça vient? Alors là, c'est quand même une question assez large aussi. Je vais vous parler peut-être plus du Upa Upa. Le Upa Upa, en fait, c'est la danse originelle. Alors, on sait avec certaines archives, même s'il y en a très très peu, que le Upa Upa était dansé à l'origine. Donc il y a notamment, je pense, au Arioi, mais on en parlera plus tard, qui était une confrérie d'artistes en fait, qui promouvait la culture tahitienne un peu partout en Polynésie avec le Upa Upa. Et le Upa Upa, c'était une manière de partager les danses, les chants, il y avait du théâtre, la culture. Voilà. Et le Upa Upa, en fait, a été interdit. La danse tahitienne fait vraiment partie de la culture. Le Ori Tahiti n'aurait pas de sens sans l'accompagnement culturel. Donc, on va retrouver principalement le Orero, donc c'est l'art oratoire, les costumes, les himene, les chants, la musique. Donc, la himene, c'est les chants. Les confections de costumes, voilà, tout ça. Ça fait partie du Ori Tahiti. Pour qu'il soit complet, il faut vraiment qu'il y ait tout cet ensemble d'art. Ce que je comprends, c'est que c'est très ancré dans la culture, ça raconte des histoires. Est-ce que ça fait partie aussi des rituels tahitiens de pratiquer ces danses et à quoi ça sert? Alors oui, effectivement, ça fait partie, en tout cas ça a fait partie de rituels sacrés tahitiens, polynésiens. Comme je l'ai dit juste avant, on retrouve beaucoup le orero, l'art oratoire, parce que c'est une culture oratoire. Donc il n'y a pas de documents, en fait, pas d'archives, pas beaucoup. On peut retrouver des gravures ou peut-être des peintures. Mais on n'a rien qui atteste vraiment de comment c'était pratiqué. Ou, voilà. La danse a été remise un petit peu au goût du jour par Madeleine Moua dans les années 1950. Elle a relancé vraiment la danse, mais elle a perdu son sens, on va dire, rituel, sacré. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y avait le Upa Upa avant, mais quand les missionnaires sont arrivés sur les terres polynésiennes, à Tahiti notamment, comme je disais avec le code Pomaré donc de 1842, le Ori Tahiti, le Upa Upa était interdit parce qu'il était jugé immoral, parce qu'il faisait penser à des scènes d'actes sexuels par exemple, il rentrait pas du tout dans les codes religieux et de la société du coup occidentale à l'époque. Donc plus de culture, en tout cas plus de danse, plus de Upa Upa. Et le Upa Upa, on sait aussi que on a changé de nom, on appelle ça Ori Tahiti parce que c'est un peu plus accepté, puis ça fait plus référence en fait à cette partie de l'histoire. Pour revenir sur tout ce qui est rituel, tout ce qui est sacré, je parlais tout à l'heure de la caste des Arioi, donc c'est une confrérie d'artistes. Et on sait aussi ils dansaient pour le dieu Oro, parce que donc ils étaient polythéistes avant. Donc cette confrérie d'artistes, elle vouait ses cérémonies à ce dieu Oro, qui est le dieu de la guerre et de la fécondité. Donc il faut voir ça pas que pour l'homme, c'est aussi la terre, le Fénoua, donc la terre ancestrale, la terre natale, mais aussi la fécondité, c'est-à-dire la nature, le fait que il y a des saisons, il y a de l'abondance. Et les rituels, le rôle culturel était très fort pour les Arioi. Ils préservaient vraiment cette culture. Ils répandaient vraiment toutes les coutumes et les traditions dans toute la Polynésie. Ils participaient aux guerres, il y avait des grades, c'était assez distinctif. Mais cette confrérie a aussi été évincée avec le code Pomaré. Vous avez un très bon livre d'ailleurs, qui est plutôt une romance, qui s'appelle Arioi de Veiraumati no Rayatea et qui date de 2002, je pourrais te donner la référence, qui en parle et c'est très bien fait, c'est romancé. Donc oui, du coup ça pouvait être des rituels, des danses rituelles pour les cérémonies, pour les naissances, pour en fait le passage des cycles dans la nature, un peu tout ça. Ce que je comprends, c'est que dans ces danses sacrées, on célèbre la nature, les naissances, l'histoire, on vénère les dieux. Est-ce que quand on danse, on représente ça
avec le corps? Alors, je dirais d'une certaine manière, peut-être oui. Ça dépend le sens que tu mets dans ta danse, en fait. Globalement, sociétalement aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment perdu ce sens-là du rituel, du sacré. Mais je pense que si toi tu as envie dans une chorégraphie, enfin une danse, de transmettre ça, tu peux, bien sûr. Je pense qu'après c'est libre à chacun. Enfin, moi j'essaye en tout cas d'essayer de transmettre ça dans la danse. On parle beaucoup du mana, par exemple, donc qui est vraiment la puissance, la force. C'est très spirituel finalement. Et je pense on peut s'accompagner, on peut être aidé de cette énergie-là pour transmettre des choses aussi en dansant, oui. Comment t'en es venue à pratiquer la danse tahitienne? Comment t'as découvert cette pratique-là? Et comment aussi t'as décidé de la transmettre en fait? Alors du coup, ça a commencé, ça s'est croisé avec, du coup, mes études, puisque quand j'étais en master, de psychologie à Aix-en-Provence pour ma dernière année, je savais que ça allait être une année qui allait être difficile. Donc je me suis dit: «Il faut que j'aille au forum des assos pour trouver une activité, voilà, un petit peu, exutoire». Et au forum des associations, je suis tombée sur un stand, enfin un stand, en tout cas, voilà, il y avait des animations de danse, tahitienne, et ça m'a tout de suite, appelée. Voilà. Je saurais pas trop comment l'expliquer. Donc je me suis inscrite au cours, de danse, je prenais des cours avec Jennifer à l'époque, qui m'a transmis vraiment sa passion. J'ai toujours beaucoup dansé, ou en tout cas j'ai toujours été assez proche des arts, donc voilà, j'étais assez à l'aise déjà avec ça, et je sais pas comment l'expliquer, ça m'a juste transcendée, et je me suis vraiment retrouvée dans la culture, dans justement le lien à la nature, dans tout ce qu'on retrouve dans cette danse, dans cette culture même, plus globalement. Et j'ai quand même beaucoup déménagé à l'issue, parce que j'ai été recrutée dans la marine après, donc de Aix, je suis partie à l'opposé, à Brest. J'ai continué de pratiquer dans des associations. Donc en fait, voilà, j'ai quand même évolué dans la danse. Il y a eu le Covid. Pendant le Covid, plus de danse. Donc j'ai décidé de me former en ligne avec des professionnels de la danse comme Tumata Veira Aroa, Kanani Aswega aussi, donc qui sont de très bonnes danseuses. Et dans un échange avec Tumata, à un moment donné, bon voilà, il y a eu le jour où tu ouvriras tes cours de danse. Puis j'y avais jamais pensé. Et ça m'a fait tilt. Et puis c'est surtout que ce qui a rajouté le fait que j'ouvre vraiment mes cours, en tout cas que je partage et que j'enseigne le Holy Tahiti, c'est que dans les Côtes d'Armor, là où je suis actuellement, il n'y a pas de cours. Donc voilà, à la fois je prends la place de personne, et puis en même temps ça me tient vraiment à cœur, et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ça avec toutes les danseuses. On est là sur la danse tahitienne, l'histoire de la danse, comment ton histoire avec la danse, comment t'en es venue là. Et finalement, ça pose la question aussi de la grande histoire de la danse. Est-ce qu'on sait depuis quand les humains dansent? Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de la danse? Et est-ce que on sait pourquoi les humains dansent en fait? Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des fonctions sacrées, de rituels, etc. Mais est-ce qu'on, plus généralement, en dehors de la culture polynésienne, est-ce que tu sais pourquoi on danse? Alors c'est vraiment une vaste question. Là aussi, on va surtout se baser sur les traces que l'on a de l'histoire de l'homme. Je dirais qu'en fait, on danse surtout pour ce qu'on en sait depuis la préhistoire. Les plus anciennes traces de danse, elles remontent à au moins 30 000 ans, voire à 40 000 ans, peut-être même encore davantage. Bon, on le sait parce que du coup, on peut retrouver des formes d'art rupestre, du coup, dans les grottes, ou voilà, en Inde, en Espagne, en Afrique aussi, où on voit des silhouettes de humaines dans des postures plutôt dynamiques, qui sont pas forcément en lien avec des scènes de chasse. Donc ça pose la question quand même de si justement là on retrouve pas des traces de danse plutôt rituelle. Et il y a des études qui ont été faites entre 2019 et 2025 qui ont aussi montré que aujourd'hui encore les singes dansent. Alors c'est pas culturel comme nous on peut le faire, mais ils peuvent avoir des comportements rythmiques, expressifs et sociaux principalement, ce qui pourrait être à l'origine évolutive de la danse
que l'on connaît, nous, en tant qu'humains aujourd'hui. Donc en fait, ça a une fonction sociale de rassemblement, de communion, de partage. Il y a quelque chose autour de ça, c'est ça? Bah, principalement, oui. Surtout dans les types de danse qu'on peut retrouver, en tout cas à l'époque, puisqu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu plus détaché du côté rituel, du côté sacré. Mais oui, je dirais que en fait, la danse permettait de rassembler, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver en fait dans la culture polynésienne aujourd'hui. Même si j'imagine que c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus transcendantal à l'époque, mais il y avait vraiment ce côté où on dansait pour les rites de passage, pour les cérémonies, pour voilà, les saisons d'abondance, les saisons plus sèches, peut-être pour certaines castes si on avait déjà dans certaines cultures avant, pour vénérer les dieux, pour la mort, la naissance, en fait pour la vie et pour les cycles en général, oui. Et parce que vraiment ça rapprochait, ça permettait le contact social, la sécurité dans les groupes aussi. Voilà, c'était un partage communautaire. Est-ce qu'on dansait aussi pour guérir? On sait que danser, bouger, ça fait partie de l'activité physique et ça a des fonctions bénéfiques sur notre corps. Alors c'est une bonne question. Je pense que oui, il y a un côté où danser permet alors de guérir, je sais pas, mais en tout cas d'apporter de l'apaisement, d'apporter du calme, un sentiment de sécurité aussi. Danser, en fait, alors il y a un petit moyen mnémotechnique, j'avais entendu ça sur une interview de France Inter, je crois, je saurais pas dire laquelle. Il y avait un moyen mnémotechnique pour se rappeler de tout ce que la danse permet de ressentir ou de dégager d'un point de vue du système nerveux. C'est du coup la dose, D-O-S-E, puisqu'on sait que alors danser en groupe, d'accord, va permettre de libérer de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et des endorphines. Donc voilà, il y a vraiment tout le système de la récompense, du plaisir qui s'active, du coup un sentiment de sécurité. Les endorphines, c'est vraiment l'hormone du bien-être aussi. L'ocytocine, c'est pour ça que je disais en groupe, parce que l'ocytocine, c'est l'hormone du lien collectif, ce qui va faire qu'on se sent bien avec les autres, qu'on a envie de revenir, par exemple, danser. Donc oui, en quelque sorte, danser permet de se sentir mieux, parce qu'on va ressentir tous ces bénéfices. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais en tout cas, d'un point de vue physiologique, c'est tout ce qui va se déclencher, oui. Est-ce que tu peux nous parler de la danse médecine, la pratique de la danse qui guérit, la danse des 4 éléments, par exemple? Pour ce qui concerne la danse médecine, on peut s'apercevoir qu'en fait, au travers de nombreuses traditions dans le monde, on retrouve souvent des espèces de danses, de rituels un peu de guérison. Donc c'est souvent ce qu'on va appeler la danse médecine ou les danses rituelles. Ces pratiques, en fait, elles sont souvent collectives. Aussi pour retrouver, j'imagine, en fait, cette sensation de bien-être. Bon, aussi parce qu'il faut être accompagné quand même dans ce genre de pratique. Et du coup, par la danse médecine, on va vraiment désigner le mouvement, le rythme, le chant. Parfois la transe, on peut retrouver aussi, qui là est utilisée donc pour se soigner des maux peut-être physiques, des troubles psychiques, de certaines perturbations en fait spirituelles ou communautaires aussi. Mais voilà, c'est des danses qui sont pas juste spectaculaires. On sait qu'aujourd'hui on entend parler de plus en plus quand même de spiritualité et c'est une très bonne chose. Voilà, attention aux dérives, il faut que ce soit bien cadré. Donc au-delà vraiment de la dimension spectaculaire, c'est vraiment un système, enfin ça fait partie d'un système de soins, d'accompagnement, parfois de réintégration sociale aussi, de régulation collective, dans un cadre qui quand même est plutôt rituel ou sacré. Mais j'insiste quand même sur le fait que la danse ne guérit pas dans le sens thérapeutique. C'est plutôt un outil qui peut être très puissant pour permettre d'apporter un soulagement, de modifier des fois nos humeurs, parce qu'on sait que ça réduit le stress. Voilà, ça a un impact sur la régulation émotionnelle. Donc ça peut permettre de mettre du sens, de libérer des tensions, parfois de modifier aussi l'état de conscience, si on peut accéder à la transe, ou modifier des fois notre rythme aussi respiratoire. Donc oui, la danse peut transformer, bouleverser, faire passer certaines épreuves, mais attention, en soi, elle ne guérit pas, d'accord? Elle ne va pas traiter l'origine de nos souffrances.
pas dans ce sens-là. Et est-ce que toi, en tant que professeur de danse tahitienne et psychologue, tu as pu observer des changements chez les danseuses avec qui tu pratiques? Est-ce que tu as pu observer des améliorations de leur état de santé ou une reprise de confiance en elles ou un état d'esprit différent? Qu'est-ce que tu as pu observer? Alors oui, effectivement, dans les cours de danse, on peut observer des changements. Alors ça va surtout être au fur et à mesure de l'année ou en fin d'année quand on peut aborder ça aussi avec les danseuses. Heu, on peut se rendre compte qu'il y a quand même une amélioration de l'estime de soi, de l'acceptation de son corps aussi parce que alors là, je pense dans n'importe quel type de danse, mais particulièrement dans la danse tahitienne, on a quand même, on dévoile beaucoup de notre corps quand même. On travaille avec l'entièreté, on travaille avec sa féminité, on va chercher la grâce. Alors on peut travailler d'autres choses, hein, aussi la partie peut-être plus masculine. Mais on danse en paréo, on danse pieds nus, on peut être en soutien, on va montrer le ventre, les bras, les épaules. Donc au départ, quand on n'est pas à l'aise avec son corps, c'est peut-être pas si simple. Mais donc ça permet finalement de s'accepter. Ça permet de retrouver peut-être de la souplesse, de la force aussi, puisqu'on travaille quand même beaucoup la musculature, même si ça n'en a pas l'air. Ça permet aussi de nouer avec les autres, donc de renforcer notre lien social. Souvent, en fait, j'ai remarqué depuis le temps que je donne des cours, que les élèves se sentent seuls. En fait, souvent elles le nomment ça en début d'année, qu'elles viennent aussi pour créer du lien, que ça manque en fait dans leur vie de tous les jours. Et voilà, le lieu de cours, c'est aussi le lieu où on va nouer avec les autres. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, alors autant pour moi que pour les danseuses, c'est que comme on danse pieds nus en danse tahitienne, on va travailler sa proprioception et travailler aussi son équilibre, puisque travailler pieds nus, danser pieds nus, ça aide vraiment à ressentir, à venir perfectionner, améliorer ses sensations, ce qu'on peut ne pas forcément ressentir avec une paire de baskets ou des chaussures, si on danse, en tout cas pas pieds nus, quoi. Tu as animé un stage de danse et de reconnexion à son corps. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu y as fait? Et c'était quoi l'objectif de ce stage? Effectivement, le dernier stage que j'ai réalisé, il était en lien avec la reconnexion au corps. Donc en fait, ce sont des stages de ressourcement. Et dans ces stages-là, j'allie à la fois la dimension, on va dire, de bien-être, de santé mentale, et à la fois de danse, en tout cas de culture polynésienne. Dans ce stage-là, comme c'était un stage en lien avec la reconnexion au corps, voilà, moi j'ai apporté cette dimension de danse, puisque c'est ce que je propose aussi. Mais on a pu... voilà, on a pu danser, on a pu, avec d'autres ateliers en fait aussi, avoir des outils pour apprendre à se reconnecter à notre corps. Voilà, qui on est, à ce qu'on peut ressentir, nos émotions, nos sensations, à nos pensées. Donc l'objectif, c'est vraiment d'allier le bien-être, d'accord, plutôt bien-être mental, avec une thématique bien particulière, aussi avec des intervenants qui sont spécialisés dans la santé mentale ou dans une pratique en particulier en lien avec la culture polynésienne. Les effets de ce stage sur les participants, ça a été... quels bénéfices elles ont pu en tirer de ce stage? Alors je pense qu'il y en a eu plusieurs. Avec les retours que j'ai eus et puis ce qu'on a pu voir directement pendant le stage, déjà c'est de la confiance, donc se faire confiance soi, faire confiance au groupe aussi. En fait, pour qu'il y ait des effets, il faut déjà qu'il y ait cette base-là. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Le cadre a aussi permis à ce qu'on puisse se libérer en un certain sens là-dessus. Il y a eu de la danse, alors il y a eu de la danse médecine, de la danse libre, il y a eu de la danse un petit peu tahitienne, toujours dans l'optique justement d'aller explorer aussi nos ressentis, notre soi intérieur. Je pense que ça a permis à chacune, en fonction aussi je pense, de l'objectif avec lequel on est venu à ce stage, d'y répondre d'une certaine manière. Peut-être voilà, d'apporter plus de clarté, de se réconcilier aussi avec son corps, avec l'image qu'on a. Voilà, essayer en tout cas de prendre conscience des injonctions
qu'on peut retrouver dans la société actuelle. Essayer de se retrouver un petit peu plus, s'accepter un peu plus. On a mis en place aussi des ressources avec un atelier EMDR de groupe que tu as animé. Voilà. L'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir ce cadre bienveillant pour arriver à reconnecter de manière bienveillante aussi avec soi-même et là, pour le coup, avec son corps. Tu vas animer d'autres stages. Ça sera pas forcément sur le même thème. Oui, alors non, effectivement, ce sera pas le même thème. L'idée, c'est d'avoir plusieurs thématiques en fait à aller explorer à chaque fois. Le prochain stage, là, il aura lieu en mars 2026. Et la thématique, ça va être une thématique autour du rythme. Donc ça englobe plein de choses. C'est à la fois son rythme intérieur, donc savoir déjà en prendre conscience, l'écouter, le respecter, mais aussi le rythme de la nature, puisque là, ce sera au printemps, donc en plus, c'est l'objectif, le sens aussi que je voulais y mettre, hein, c'est que chacun s'éveille à son rythme. Et c'est pas parce qu'on a mis plus de temps ou moins de temps que ce qu'on fait ou qui on est est moins bien ou moins bon que les autres. Donc l'idée, c'est aussi d'aller travailler le rythme, le tempo, avec des percussions, enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui peut graviter autour du rythme. Et l'objectif reste le même, hein, c'est toujours d'apporter un cadre bienveillant, d'aller travailler, en tout cas d'aller chercher des ressources sur soi-même et se ressourcer. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Dans tes accompagnements psychothérapeutiques, est-ce qu'il peut t'arriver de conseiller d'aller danser et si jamais tu ne le conseilles pas, à quel patient tu pourrais le conseiller? À quel type de troubles, de problématiques ça pourrait répondre? Oui, ça peut arriver. Qu'avec certains patients, je nomme le fait de se tourner vers une activité en lien avec la danse. Alors, pas forcément. En fait, l'idée est vraiment d'aller chercher des ressources en fait, pour le patient, des outils avec lesquels il va se sentir bien. En fait, l'objectif de l'outil ou de la danse, d'ailleurs, dans le cadre thérapeutique, c'est vraiment de chercher à apaiser son système nerveux, de retrouver du calme, de l'apaisement, en fait, de la conscience. Donc oui, j'aurais tendance à dire que n'importe quelle activité qui permet de se recentrer, de nous calmer ou nous apaiser peut être une bonne ressource. Maintenant, en ce qui concerne la danse, je pense vraiment que c'est adapté à tout le monde. Tout le monde peut danser. Après, voilà, attention, il y a quand même certaines réserves, bien sûr. Ça dépend du type de danse, ça dépend de notre état de santé mentale, physique aussi. Par exemple, alors je vais développer un petit peu, pardon. Si on a des troubles somatiques, j'en sais rien, des douleurs chroniques, de l'arthrite, la fibromyalgie, il y a des personnes qui souffrent aussi de troubles neurologiques, des patients qui sont en rééducation, post-chirurgicale ou peu importe, les maladies respiratoires, personnes âgées, la perte d'autonomie, bref, vraiment tout ce qu'on peut rencontrer. Toutes ces personnes-là peuvent danser. Voilà, à condition de respecter en fait son état et bien sûr on va pas demander à une personne qui est à mobilité réduite d'aller faire du hip-hop, d'accord. Mais par contre voilà, on peut tout à fait, je pense à la danse tahitienne, lui proposer de danser, faire du Holy Tahiti, mais en adaptant du coup peut-être les mouvements, le rythme. Alors, pourquoi ? Parce que du coup, quand on a des problèmes, des troubles somatiques, danser, ça va permettre d'améliorer la mobilité et la motricité. Ça peut permettre aussi de réduire la douleur, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que du coup, il y a de l'endorphine, il y a la sérotonine qui s'active. Donc ça réduit le stress, mais aussi ça permet de se stimuler cognitivement, de récupérer fonctionnellement et musculairement, et d'améliorer en fait aussi le système cardiovasculaire, même si on n'a pas une pratique qui est extrêmement cardio. Dans le temps, quand même, il y a des améliorations de ces points de vue-là. Et après, pour tout ce qui concerne les troubles psychiques, donc comme les patients qui ont des troubles mentaux, émotionnels, alors comme l'anxiété, les dépressions, on en voit beaucoup. Mais en même temps, toutes les personnes aussi qui ont des troubles de l'image corporelle, l'anorexie, la boulimie, tous les TCA. Les personnes qui ont vécu des traumas, qui se sentent pas disponibles, qui sont encore des fois réactivées émotionnellement, c'est ok d'aller danser. Au contraire, ça peut vraiment faire du bien. Parce que là, en termes de bénéfices, on va retrouver du coup une prise de confiance et d'estime de soi,
On peut retrouver un sentiment de sécurité, d'apaisement du système nerveux, notamment grâce au lien à l'autre aussi. Est-ce que tu connais la pratique du body shaking, qui est une pratique thérapeutique aussi qu'on peut utiliser dans le cadre de la pratique EMDR? Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert si tu connais cette pratique? Ce que je peux en dire, c'est que du coup, alors, ça va être une pratique qui est quand même cadrée, hein. Moi, je ne conseille pas de faire ça seul non plus, surtout si on le fait dans un cadre thérapeutique, en tout cas pour un effet thérapeutique. C'est d'avoir quelqu'un qui connaît ce type de danse, voilà, du body shaking. Donc l'idée, ça va être de remuer, de secouer en fait différentes parties de son corps, de remuer peut-être aussi l'ensemble à un moment donné, d'adapter sa respiration aussi, parce que ça vient libérer certaines tensions, parce que ça permet aussi d'aller explorer ses émotions, de les exprimer, de ressentir aussi les choses différemment dans son corps. Et c'est aussi un excellent moyen de stimuler son nerf vagal ventral, pour faire voilà, un petit topo là-dessus. Notre système physiologique, du coup, ça va vraiment être toute la régulation hormonale, tous les nerfs qui s'irriguent à partir du tronc cérébral. Quand on n'est pas sécure, qu'on se sent menacé, en fait, c'est notre nerf vagal dorsal qui va être actif. Et on n'est pas du tout connecté à soi. On peut même du coup être dans un état dissociatif. Tandis que quand on se sent en sécurité, qu'on est bien, en fait, qu'on est, on est capable de régulation émotionnelle, voilà, on se sent bien, là, on est plutôt dans l'activation du nerf vagal ventral. Et les pratiques corporelles et psychocorporelles, donc la danse ou le body shaking, ça permet justement de réactiver notre nerf vagal ventral et donc de retrouver un sentiment de sécurité, de l'apaisement, du calme. Et en fait, ça marche très très bien, surtout quand on a tendance à la dissociation. Ou voilà, être dans des états de sidération, un peu de gel, on n'arrive plus à réagir. Ces pratiques-là peuvent aider en ce sens. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut que ce soit quand même bien encadré pour réussir à gérer les abréactions, par exemple, et puis apporter une dimension quand même sécuritaire. Est-ce que tu as des ressources, des liens ou des documentaires ou des livres à nous conseiller ou à conseiller aux auditeurs? Pour ce qui est des ressources, vraiment des supports comme les livres, j'ai pensé à la thérapie par la danse rythmée, qui est du coup un ouvrage de France Schotz-Billman. Alors c'est un livre qui est issu de la pratique donc de France, qui est psychanalyste et aussi art thérapeute, et qui fait de la danse. Et voilà, c'est un petit peu un recueil de son expérience aussi avec ses patients et de son expérience propre sur la thérapie par la danse. Et ça peut nous parler en tant que professionnel, mais aussi et surtout en tant que danseur ou patient, puisqu'en fait elle revient vraiment sur la pratique thérapeutique de la danse et des effets. Et après, alors j'ai pensé aussi à un documentaire que j'affectionne particulièrement, qui n'est pas forcément en lien avec ni trop la danse, ni trop le côté, on va dire, thérapeutique, quoique. Ça s'appelle Mana, et c'est de Jacques Navarro Rovira. Donc le mana, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est du coup voilà, la puissance, l'énergie sacrée qu'on va retrouver là en Polynésie. Et en fait, à mon sens, alors je vous donne ce documentaire-là, cet outil, parce que pour moi, dans ma pratique, c'est une façon de me rattacher à la fois à la spiritualité, mais en même temps à des choses très concrètes dans le lien à la nature, dans le lien à mon corps. Et c'est ce qui me permet des fois de ne pas perdre pied non plus, d'aller chercher ça dans la danse. Pour ce qui est des rituels voilà, pour le corps, ou en tout cas des petites choses que je peux faire moi, je pense qu'il faut que ça parle à chacun, il faut se sentir prêt pour ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la musique, des musiques qui me plaisent, ça peut être des musiques tristes hein, d'ailleurs, mais j'aime bien aller exprimer librement ce que mon corps a besoin d'exprimer. Voilà. Donc je vais, même si c'est important dans le Holy Tahiti de poser les bons gestes, voilà, sur les bons mots, les bonnes paroles, il y a aussi des moments où pour moi-même, je mets une musique qui va juste résonner sans me soucier de la traduction et je vais juste danser, exprimer des choses pour vraiment libérer. Je me sens souvent mieux après, c'est vrai.
même si c'est triste, c'est pas grave, c'est aussi un moment avec moi-même, donc ça je peux conseiller, n'hésitez pas, vous êtes avec vous-même, donc voilà, si ça vous appelle, mettez-vous un morceau, vous avez le droit de danser pour vous permettre de libérer des choses. Et voilà. Merci Clémentine, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans ta pratique de thérapeute et de danseuse. Et puis des stages dans lesquels tu vas pouvoir continuer à t'épanouir et à proposer aux personnes que tu accompagnes de s'épanouir également à travers une pratique corporelle. Maruru et Nana. Maruru. Merci beaucoup à toi aussi, Emmanuel. Ça a été un plaisir pour moi de faire ce podcast. Et puis, je reviens quand tu veux avec plaisir. Je te dis à bientôt. Nous arrivons au terme de cet épisode consacré à la danse tahitienne. Avec Clémentine Roumieux, nous avons découvert une pratique qui dépasse largement le cadre artistique. Une danse qui ancre, qui libère, qui reconnecte. Une danse qui invite à habiter pleinement son corps, à laisser circuler l'énergie, à exprimer ce qui parfois ne trouve pas les mots. Nous avons vu comment le mouvement peut devenir un soutien thérapeutique, comment il peut accompagner la régulation émotionnelle, renforcer la confiance corporelle, ouvrir un espace de joie simple, immédiat, profondément humain. À la suite de cet épisode, je vous invite à observer votre rapport au mouvement. Comment votre corps a-t-il envie de s'exprimer ? Quels gestes vous apaisent, vous dynamisent, vous recentrent ? Peut-être y a-t-il un petit mouvement, un balancement, un rythme que vous pourriez réintroduire dans votre quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pulse ta vie. Dans le prochain, nous continuerons à explorer les liens entre corps, émotions et santé psychique à travers une nouvelle thématique qui, je l'espère, vous inspirera autant que celle-ci. En attendant, je vous souhaite de danser avec toute votre joie. Merci d'avoir vibré avec nous. À la prochaine pulsation. Pulse ta vie est un petit podcast local, simple et sans prétention, mais toujours de qualité, pour créer votre équilibre au quotidien et explorer votre corps, votre esprit, vos émotions et votre environnement. Chaque épisode vous donne des clés pour nourrir votre vitalité et faire pulser votre mieux-être en complément des séances de psychothérapie. Installez-vous, respirez et pulse ta vie.